Donc ce soir, on va commenter, essayer de vous préciser un terme vraiment d'actualité, puisqu'on en parle beaucoup au niveau de l'immobilier. Et certains d'entre vous nous avaient demandé d'avoir un petit focus là-dessus. Donc c'est sur la thématique de la société civile immobilière, l'opportunité ou pas d'assujettir vos sociétés civiles immobilières à l'IS. Donc je ne vais pas vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Donc le thème est un petit peu évocateur. Est-ce que c'est une vraie opportunité ou finalement une bombe à retardement ? Donc on fera un peu une réponse de Normand, on verra. Ça dépend. Et après on adaptera la situation en fonction. Mais on va essayer de rebalayer un petit peu tout ça. Et c'est aussi un honneur de co-animer avec Cécile Podetti, avec laquelle on est associé sur la partie patrimoniale, donc notaire de son état, installée à Cessin, à côté. Et voilà, donc elle va aussi nous parler de la SCI avant vraiment de faire un focus sur l'IS en tant que tel, les avantages ou les inconvénients de la SCI. Alors, la société, généralement, est détenue, détient donc le patrimoine immobilier. Pourquoi on fait une société ? C'est pour acquérir à plusieurs. Alors, ça peut être entre amis, ça peut être pour créer une société familiale, pour acquérir dans le but d'une transmission future. Donc, comme on dit, la société civile, en soi, ne sert à rien. C'est l'utilisation que l'on en fait qui la rend indispensable. Alors, on va commencer par la liberté statutaire. Donc, on verra que selon la manière dont sont rédigés les statuts, on va arriver à plusieurs objectifs. Donc, la première, c'est l'égalité entre les enfants. La seconde, c'est la prévention des éventuels conflits familiaux futurs. Ensuite, la protection du conjoint survivant, qui est un vrai sujet. Et la conservation des pouvoirs sur les biens transmis. Il faut savoir que les statuts, c'est un contrat. C'est un contrat qui doit être respecté donc, par les associés. Et tout ce qu'on écrit s'imposera donc à tous les associés, présents ou futurs. Dans le cadre d'une donation-partage, donc je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de donation-partage, de l'opportunité de faire une donation-partage. Aujourd'hui, on fait principalement des donations-partage. Le problème, c'est que c'est une donation qui fige les valeurs. Alors, dès lors qu'on est en présence de biens dont l'évolution de la valeur en fait, est complètement aléatoire, il peut être opportun de passer par le biais d'une société civile. Alors, on a pris un exemple ici, donc c'est l'exemple de donation de terrains nus qui sont donnés à un instant T à chacun des enfants. Donc, chacun des enfants se voit attribuer un terrain pour une valeur de 15 000 €. 18 ans plus tard, au moment du décès du donateur, il y a un terrain qui est resté non constructible, qui a une valeur de 20 000 €, et puis l'autre terrain est devenu constructible et a une valeur de 70 000 €. Celui qui a reçu le terrain constructible ne va rien devoir à son frère ou à sa sœur qui a reçu le terrain qui est resté agricole ou en tout cas non constructible. Donc on voit bien ici qu'il y a une inégalité entre les enfants. Si en amont de la donation, les parents avaient apporté les deux terrains nus à une société civile et donné la propriété en fait, des parts aux enfants, ce sont les parts qui auraient été données, chacun des enfants aurait profiter de la plus-value du terrain qui est devenu constructible, puisque c'est bien les parts qui sont données. Donc là, on voit bien qu'avec la société civile, on arrive à une égalité entre les enfants. Prévention des conflits familiaux. Alors, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de l'indivision. Alors, l'indivision, elle se crée soit parce qu'on décide d'acheter un bien ensemble, soit qu'on soit concubin, amis, mariés sous un régime de séparation de biens, mais ça peut être une indivision qu'on appelle successorale. C'est-à-dire que suite à un décès, plusieurs héritiers sont en indivision sur un bien immobilier. Alors, ce sont des situations qui sont au maximum à éviter, puisque, en effet, les règles sont très strictes en matière d'indivision. On nous dit que nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. C'est-à-dire que si on a 3 enfants qui héritent de la résidence principale des parents, par exemple, et que l'un souhaite vendre pour récupérer sa quote-part de prix de vente, il peut demander le partage du bien immobilier. Donc, si les frères et sœurs arrivent, on les finance, on va dire, pour payer la quote-part du frère ou sœur qui veut sortir de l'indivision, on n'a pas vraiment de souci. Par contre, dans l'hypothèse où ceux qui souhaitent conserver le bien dans la famille n'ont pas les finances pour payer la quote-part, et à ce moment-là, on se retrouve dans un partage forcé et puis ça peut aller jusqu'à la vente aux enchères. Voilà. Alors, l'autre particularité de l'indivision, c'est que par contre, il faut un accord unanime pour vendre. C'est-à-dire qu'un indivisaire ne peut pas décider de vendre tout seul. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu logique, mais même si, on va dire, dans une fratrie de 5 enfants, même si 4 enfants sont d'accord pour vendre et qu'il y en a un qui est un petit peu tête dure, on sera obligé d'avoir son autorisation pour vendre le bien, sans quoi la situation reste bloquée et on est obligé de rester propriétaire.
Voilà. Sauf à demander le partage, comme je vous l'ai dit, mais du coup, on part sur des contraintes d'ordre judiciaire. Alors, c'est vrai que quand les parents, ou enfin je dis les parents, c'est ceux qui vont transmettre le patrimoine, ont prévu les choses et ont mis les biens immobiliers à transmettre au sein d'une société civile, ils vont pouvoir rédiger les statuts sur mesure. Donc, ils vont prévoir des règles de majorité déjà adaptées à la situation familiale. On peut prévoir absolument toutes les règles de majorité, on n'a aucune contrainte par rapport à ça. Ensuite, on a la possibilité de prévoir ce qu'on appelle une gérance post-mortem. Donc, la gérance post-mortem, elle permet de dire le jour où le parent n'est plus là ou le survivant des parents n'est plus là, on souhaite que la gérance soit attribuée à tel enfant. Alors, c'est très utile dans le cadre de familles où il y a un enfant qui est un peu moins capable, on va dire, de gérer le patrimoine qu'un autre, et particulièrement dans le cadre de familles où il y a la présence d'un enfant handicapé, où on attribuera du coup la gérance post-mortem à l'enfant valide. La gérance post-mortem, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à appréhender et à projeter, bien sûr, plus tard. On peut aussi prévoir, si tous les enfants sont valides, de dire, pour tous les actes qui rentrent dans l'objet social, donc de vendre le bien, le plus gros acte, on va dire, c'est un acte de disposition, de dire que les gérants pourront prendre cette décision, mais justement, tous les enfants sont gérants, mais ils ne pourront prendre la décision que s'ils sont d'accord, par exemple, 3 enfants sur 5. Ou 4 enfants sur 5. C'est vraiment sur mesure, en fait, on peut adapter les règles comme on le souhaite. Et puis, on peut effectivement également prévoir des règles de retrait pour la sortie des associés un petit peu plus souples que l'indivision. Les règles de majorité également seront prévues pour anticiper la suite. C'est pour ça que je vous dis vraiment, des statuts, il faut les rédiger sur mesure pour la situation à l'instant T. Puis, le jour où on ne sera plus là, on connaît nos héritiers. A priori, on peut d'ores et déjà déterminer les règles qui s'appliqueront. Alors, ne faites pas comme certains clients qui veulent anticiper 4 générations à venir, c'est pas l'idée, puis certainement que les choses se modifieront avec le temps, il faut encore que tout le monde soit un minimum d'accord, mais en tout cas, on peut facilement prévoir les rapports que devront avoir les enfants sur les biens qui sont transmis. Alors pour les prérogatives pécuniaires, donc là on a dit qu'effectivement pour avoir tous les pouvoirs, il fallait bien rédiger les statuts, mais également pour pouvoir disposer du prix de vente. C'est-à-dire que la société civile, pour vendre le bien, n'aura pas besoin de l'autorisation des enfants, quand bien même ils seront associés de la société. Et le prix de vente pourra être appréhendé en totalité par les parents, mais une fois de plus, il faut rédiger les statuts d'une certaine manière, et notamment en prévoyant l'attribution statutaire des résultats ordinaires et exceptionnels à l'usufruitier. Alors la comptabilité, elle est nécessaire pour plusieurs choses. En matière de succession, comme je vous le dis, le notaire, il va demander la valeur de la société, la valeur des parts, s'il existe ou non des comptes courants d'associés. Alors, si on n'a pas de comptabilité, ce n'est pas un cadeau pour les héritiers, parce qu'on va lui demander de remonter toute la comptabilité sur les dernières années. Alors, en matière de donation, pareil, il faut bien pouvoir valoriser les parts pour pouvoir faire la donation. En matière de déclaration d'impôt sur la fortune également. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de cas où la comptabilité est nécessaire, et d'ailleurs les experts comptables sont souvent, on leur demande souvent de valoriser les parts, et pour ça, quand il n'y a pas de tenue de comptabilité, ça demande un travail bien plus important que si on tient la comptabilité tous les ans, où là le travail est beaucoup plus abordable. Alors la comptabilité, bien sûr, permet de répertorier tous les mouvements de flux de la société, donc les fameux apports en compte courant, de disposer d'une situation claire de la société et puis de présenter aux associés leurs droits et obligations. Le suivi comptable est nécessaire pour les arbitrages qui doivent être faits en fonction des objectifs recherchés. Un bon exemple d'application semble pas mal. À l'occasion donc de l'acquisition de leur nouveau bureau, M. Capri et Mme Seffini, merci Laurent, souhaitent commencer à organiser la transmission de leur patrimoine. Monsieur et Madame ont tous deux 50 ans. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils possèdent, suite au décès des parents de Madame, un patrimoine privé conséquent de l'ordre d'1 million d'euros. Et ils ont 2 filles, Cyrielle, 22 ans, et Jeanne, 19 ans. Donc là, ils font bien de s'y intéresser maintenant, puisque c'est avant les 51 ans. Et pour ceux qui savent, on change de tranche, en fait, tous les 51, 61, 71 ans. Donc plus on fait les choses tôt, plus c'est intéressant. Alors l'idée du montage, c'est de constituer une société civile où les parents, on vous l'a dit, seraient co-gérants pour avoir tous les pouvoirs. La société civile achète l'immeuble en réalisant un emprunt bancaire, pour bénéficier bien sûr des taux bas actuels que vous connaissez tous, je crois qu'on en entend tous parler, donc c'est le moment d'investir et de profiter bien sûr de l'effet de levier.
Alors, monsieur et madame donc, ont 98% des parts et chacun des enfants, on leur donne 1% des parts de la société. Le bilan de la société civile, à l'origine, il est pour l'immobilier à l'actif de 500 000 € et au passif, on a le capital de 10 000 et un emprunt de 490 000 €. Et là, vous allez voir tout l'intérêt de la tenue et des choix comptables. Peu de temps après l'acquisition, les parents disent « Bon, c'est le moment de transmettre, les parts de la société ne valent pas grand-chose ». Effectivement, au moment où on va transmettre, très rapidement, la société va valoir le montant du capital social, à savoir 10 000 €. Donc, on va faire une donation sur une valeur de 10 000 €, ça ne va pas coûter grand-chose. Si on ne fait rien de particulier, on n'optimise pas la comptabilité, on ne demande pas conseil à son expert comptable, qu'est-ce qui va se passer ? Les sommes du remboursement de l'emprunt vont au fur et à mesure s'inscrire en compte courant d'associé. Le compte courant d'associé est un actif de succession. Donc le jour du décès, ce compte courant d'associé va être complètement taxable. Donc en fait, ce qu'on aura fait n'aura servi strictement à rien. Par contre, si on a un petit peu mieux réfléchi les choses, on s'est dit on a déjà donné les parts. Je me souviens qu'on nous avait dit que les réserves appartiennent aux nus propriétaires, donc aux enfants. On va prendre le choix d'affecter le résultat en réserve. Là, c'est ce qui a été fait ici. On a affecté donc le résultat en réserve en permanence. Il faut savoir qu'au moment du décès, les réserves appartiennent aux nus propriétaires, donc il n'y a pas de droit de succession sur ce montant. On a fait un calcul rapide, mais grosso modo, avec le montage, il n'y a pas de droit de succession. Et puis, madame ou monsieur, enfin en tout cas le survivant, a la possibilité d'appréhender le bien, de faire absolument ce qu'elle souhaite sur le bien. Sans le montage et sans le suivi comptable adapté, on aurait eu des comptes courants d'associés énormes, une taxation plein pot sur la pleine propriété du compte courant de 590 000 € le jour du décès. Donc en fait, l'objectif recherché, alors peut-être qu'on aura monté des super beaux statuts qui auront prévu la liberté pour les parents donateurs de faire absolument ce qu'ils souhaitent. Mais par contre, fiscalement, ça aurait été un désastre. On aura cru faire bien les choses en anticipant, mais alors vraiment, ça aurait été une catastrophe parce qu'on n'aura même pas profité du démembrement de propriété possible sur le bien immobilier. On se retrouvera avec un actif successoral de la valeur quasiment du bien immobilier apporté. Donc dans cette partie, nous, on va vraiment s'intéresser, j'allais dire, au cœur du sujet fiscal, ce fameux choix entre l'IS ou l'IR. Alors, pourquoi on parle d'IS ou d'IR ? En fait, vous le savez, c'est que le principal frein en fait, à l'investissement immobilier, il est au niveau de la fiscalité. Puisque pour certains, vous le savez, voire même d'autres, vous le vivez de l'intérieur, c'est qu'au niveau de la fiscalité, les revenus fonciers, ça commence à faire très très lourd, voire à piquer un petit peu au bout d'un moment. Pourquoi ? Puisqu'en fait, quand vous êtes sur le régime foncier classique, en fait, vous allez être imposé sur la différence entre vos loyers et la déduction que vous pouvez réaliser au niveau des intérêts d'emprunt, de la taxe foncière, des charges de copropriété et de certaines dépenses d'entretien de rénovation. Et on s'arrête là. Généralement, ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau financier, quand on monte un prévisionnel avec un client, c'est de se dire quel est le niveau de loyer qui va permettre de rembourser l'emprunt. Donc, vous allez vous retrouver dans une structure SCI ou à titre personnel où vous allez calibrer en fait, vos flux de remboursement au niveau du loyer pour arriver à ISO au niveau de la trésorerie. Donc, vous vous retrouvez dans une situation de trésorerie équilibrée, mais par contre, fiscalement, vous vous retrouvez dans une situation très déséquilibrée puisque l'amortissement de l'emprunt, le remboursement de l'emprunt auprès de l'établissement bancaire, vous ne pourrez pas le déduire. Et c'est là que ça va devenir quand même un petit peu compliqué. Et en fait, cette imposition, c'est ce qu'on va voir après, vous allez la subir dans votre tranche marginale d'imposition. Donc si vous avez la chance d'être imposé dans des tranches marginales importantes, parce que c'est une chance aujourd'hui dans ce pays, vous allez voir que ça va devenir un petit peu rédhibitoire. Alors Halloween est passé, mais quand je vois ce schéma, j'aime bien le remettre pour ceux qui sont déjà venus, voilà, on est quand même sur un schéma de l'évolution des prélèvements sociaux en France depuis 1991. Voilà, donc ça parle le schéma parle de lui-même. Donc vous voyez que la courbe, pour l'instant, depuis 2018, elle stagne, mais bon, voilà. Donc vous avez compris l'évolution. C'est un peu plus que l'inflation, je pense que vous avez bien compris. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, c'était le niveau d'imposition de vos revenus fonciers. Je le dis aussi que vous soyez sur une détention en propre de votre bien, une exploitation en propre, ou au travers d'une SCI. Souvent, les clients nous disent « Oui, mais en SCI, du coup, je serai moins imposé ». Que nenni, je veux dire, par rapport à ça, la SCI n'apporte alors absolument aucune amélioration de la fiscalité par rapport à une détention en propre. Donc en fait, vous le voyez sur le schéma, donc là on est dans le cas
pour un contribuable qui a une part, donc quelqu'un qui serait célibataire. Bien évidemment, si vous êtes marié, si vous avez plusieurs enfants, le niveau des parts augmente. Mais dans un cas d'une personne qui est à une part, on voit que les revenus fonciers, en fait, prendront une fiscalité, j'allais dire pour monsieur tout le monde, dans la tranche entre 25 et 73 à 47,2%. 30% de tranche marginale d'impôt, 17,2% de contributions sociales, prélèvements sociaux. Et puis effectivement, si vous êtes dans des tranches à 45, 45 plus 17,2%, pas besoin d'être expert comptable, 62,2% d'imposition. Et j'insiste surtout sur des revenus que vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas les revenus puisque ces revenus sont affectés au remboursement de l'emprunt. Alors, vous allez me dire, bon, si c'est pour une année ou deux, c'est pas grave, mais ça dure combien de temps ? Ça dure autant de temps que l'emprunt dure, donc ça peut être assez long dans certains cas. Pour bien poser le cadre, il faut comprendre déjà comment fonctionne l'IS. Donc il y a vraiment une différence par rapport au régime des revenus fonciers classiques, puisqu'en fait, au régime de l'IS, les résultats ils vont être imposés, bien évidemment, vous en doutez, mais imposés au niveau de la société. Ce n'est pas vous, en tant que contribuable, en tant qu'associé de la société, qui sera imposé. On pourra l'être si vous prenez des dividendes, mais en tous les cas, l'imposition se fait au niveau de la société. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut retenir aussi, petite différence, quand on est dans le régime des revenus fonciers, on est ce qu'on appelle en recette-dépenses. Donc on prend l'ensemble des loyers encaissés, l'ensemble des dépenses réalisées durant l'exercice. Là, on est sur un principe de créance acquise, dette certaine. C'est-à-dire qu'on va intégrer les loyers, entre guillemets, facturés, même si le locataire ne les a pas réellement payés. Donc des fois, il peut y avoir des petits décalages de trésorerie par rapport à ça. Mais on va partir du principe, dans les exemples qu'on va développer, que les locataires payent bien leur loyer. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, l'investissement après, bien évidemment, immobilier, c'est là le gros avantage et c'est ce pourquoi les gens viennent sur l'IS, c'est que l'investissement immobilier, par le jeu des amortissements qu'on va détailler après, devient déductible. Également, ce qui est intéressant quand on est à l'IS, c'est que l'intégralité des dépenses deviennent déductibles aussi. Et enfin, les déficits, eux, sont reportables, en fait, un peu comme dans les revenus fonciers. Par contre, on avait vu que dans les revenus fonciers, c'était 10 ans. Là, on est reportable, par contre, sans limite de durée. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien au fond, mais on s'amusait à faire un petit tableau de comparaison entre, justement, au niveau des charges déductibles, entre la différence entre les revenus fonciers et l'IS. Et on voit que dans les revenus fonciers, c'est pas compliqué, il y a du oui, il y a du non, mais il y a beaucoup de non, alors qu'à l'IS, c'est tout oui, quoi. C'est tout oui. Alors oui direct ou oui au travers de l'amortissement, et on va préciser juste après qu'est-ce qui est déductible. Donc on voit déjà que quelque part, dans le champ d'application de l'IS, l'intégralité des dépenses que vous allez engager sur le bien seront déductibles, alors qu'en revenu foncier, finalement, tout n'est pas déductible. Le gros intérêt aussi, il est souvent sur les deux premières lignes, on l'a dit, les trois premières, au travers de l'amortissement, mais également les frais d'agence et également les frais de notaire à l'IS sont déductibles. Alors soit au travers de l'amortissement, soit en one-shot la première année. Ça, c'est vous qui faites le choix. Donc généralement, on fait du one-shot la première année, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, la question de l'amortissement, parce qu'on y vient, c'est de dire effectivement, l'investissement immobilier, vous allez pouvoir le déduire au travers de cette règle comptable d'amortissement. Alors là-dessus, il faut être très prudent parce que des fois, nous, on récupère des dossiers et on a des clients qui se disent ils ont vite compris le truc, c'est que plus on fait un amortissement court, plus on augmente la base de déduction, moins on paye d'impôts. Sauf que l'amortissement, il y a quand même des règles comptables derrière, des règles fiscales, donc on ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Déjà, la préconisation, on doit, dans les dossiers, matérialiser la quote-part du terrain. Alors j'ai entendu à la radio ce matin sur BFM qu'il y avait un projet de loi, pas saugrenu aux premières vues, ça peut paraître un peu bizarre, mais compte tenu de l'inflation immobilière, notamment en région parisienne, il y aurait un projet de loi de dire potentiellement on pourrait faire construire sur des terrains qui ne nous appartiennent plus, un système de beaux amphithéotiques. C'est à l'étude, donc on verra bien, je ne sais pas si Cécile pourra nous en parler peut-être à la fin, si ça aboutira, mais aujourd'hui, dans certains cas on peut faire des beaux amphithéotiques, mais l'idée c'est d'acheter un terrain et de faire construire un bien immobilier. Ou si vous n'achetez pas un terrain, vous achetez un bien immobilier qui est lui-même quelque part loti sur une parcelle immobilière. Donc dans les dossiers, en fait, le fisc n'admet pas, si vous voulez, ou le fisc va vous dire, la quote-part représentative du terrain
par rapport à votre amortissement, vous n'avez pas le droit de le déduire. Donc là, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas réellement de règles données par l'administration, il y a une espèce de jurisprudence, mais on vous dit en fait il faut matérialiser la valeur du terrain. Vous dites, mais moi j'ai acheté un studio au 5e étage d'un appartement, je ne connais pas la valeur du terrain. Voilà. Il faut avoir une approche, entre guillemets, comparative, en se disant si sur une surface de 50 mètres carrés, combien vaut le prix du terrain si vous êtes à Grenoble, si vous êtes à Mélan ou si vous êtes dans le Trièves. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est d'éviter, souvent on voit dans les dossiers, les gens mettent facilement 10%. Je ne dis pas que 10% est faux, mais il faut arriver à prouver que le 10% est juste. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous achetez un bien à Paris, avenue des Champs-Élysées, on ne sera pas sur du 10%. Vous avez bien compris. Parce que la valeur de l'immobilier, enfin la valeur foncière est beaucoup plus importante à Paris, aux régions parisiennes, qu'au fin fond du Trièves. Vous avez compris le comparatif. Donc là, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faut avoir une approche un peu documentée. Donc là, nous, on y passe du temps pour synthétiser et vraiment verrouiller les dossiers à ce niveau-là. Après, on a l'amortissement lié à la notion de composant, c'est ce qu'on va voir là aussi. Il faut rester assez prudent. Alors, une fois qu'on a posé ça, c'est aussi important de comprendre finalement l'IS, est-ce que c'est intéressant en termes de taux ? Je ne sais pas si vous vous rappelez ma courbe de tout à l'heure avec les prélèvements sociaux qui ne font qu'augmenter. Là, la courbe, finalement, elle est un petit peu différente puisque, alors je suis resté qu'à 2018, mais il y a eu une époque où le taux de l'IS était à 38, ça commence à dater un petit peu, mais on voit que, je ne sais pas si c'est l'effet de l'Europe ou de la concurrence, peut-être qu'avec le Brexit et l'Angleterre qui va devenir peut-être un paradis fiscal, on ira encore sur moins d'impôts sur les sociétés. Mais en tous les cas, il y a un objectif, c'est de faire baisser cet impôt sur les sociétés. La base de ça, ce n'est pas spécialement pour encourager l'investissement immobilier. L'impôt sur les sociétés, ça s'applique aux sociétés, à vos activités professionnelles. Donc ça, on va s'en réjouir. Tant mieux, l'impôt sur les sociétés baisse, on ne va pas s'en plaindre. Mais quelque part, si votre société civile immobilière est à l'IS, vous allez bénéficier de cette baisse d'impôt sur les sociétés. Nous, notre crainte, c'était à un moment de dire on va exclure de cette baisse de l'IS les activités immobilières. On aurait pu imaginer en disant les activités immobilières ne sont pas des activités commerciales. On aurait pu imaginer ça. Ce n'est pas le cas et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on arrive à une baisse programmée de l'IS en 2022 à 25%. 33 à 25, c'est quand même 8 points de base. 8 points de base, ce n'est pas négligeable. Sur 100 000 euros de loyer ou sur 50 000 euros de loyer, ça commence à peser un peu. Et bien évidemment, pour ceux qui connaissent, vous pouvez également bénéficier du taux d'IS réduit, donc à 15% sur les 38 000 premiers euros. Donc je vous rappelle tout à l'heure, puis j'ai un petit tableau comparatif, on va le voir juste après. Je le dis simplement aussi, faire attention, c'est que pour bénéficier du taux d'IS réduit à 15, en fait, il faut que le capital de votre SCI soit intégralement libéré. Donc là encore, des fois, on récupère des dossiers où on le voit moins ça, mais il y avait eu une mode passé un temps, peut-être des notaires, je ne sais pas, qui avaient lancé ça, mais une mode du gros capital non libéré. C'est peut-être très bien, ça fait peut-être très chouette dans les soirées, mais en tous les cas, vous ne pouvez pas bénéficier de l'IS à 15%. Donc c'est un peu dommage. Donc nous, on aurait tendance à dire, petit capital très bien libéré, c'est encore mieux. Et là aussi, mais généralement c'est le cas, il faut que votre capital soit détenu, enfin votre société soit détenue à 75% par des personnes physiques. Généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, ça c'était au niveau de la société. Parce que, comme je vous disais, au niveau de l'IS, c'est la société qui a imposé sur le résultat qu'elle réalise. Vous allez me dire, c'est très bien, ok. Potentiellement, c'est même à 15, donc 15, c'est moins que mes 62,2 qu'on a vu tout à l'heure. Mais dites-moi, moi, en tant qu'associé, je n'ai rien perçu. C'est quand que je perçois mes revenus, si j'ai envie d'en percevoir ? Effectivement, il y aura une deuxième imposition, l'imposition des revenus que vous allez capter sur cette SCI. Donc, quand on est à l'IS, pour capter des revenus, c'est soit de la rémunération, on peut imaginer, mais ça ne présente pas vraiment d'intérêt, soit plutôt des dividendes. Donc, dans le cas des dividendes, sans trop m'étendre, vous allez être soumis au régime d'imposition des dividendes. Donc, pour faire simple, à la flat tax Macron, 30%. Donc, je me suis amusé à faire un petit comparatif, parce que finalement, après, c'est un peu compliqué, c'est de se dire, alors, dans un cas, je suis à l'IR, en SCI ou pas en SCI, j'ai mon imposition, 47,2, 58,2, 62, rien que de le lire, j'ai les yeux qui siennent, mais bon, c'est comme ça. Ou si je suis à l'IS, j'ai mon imposition sur le résultat de ma société à 15, j'ai pris l'exemple de 15 sur les 38 000 premiers euros, et effectivement, j'ai mes dividendes avec mon PFU de 30. Donc vous allez me dire 15 plus 30, ça devrait faire 45. Eh bien non, ça c'est les joies de la fiscalité, ça ne fait pas 45, ça fait 40,5. Pourquoi ? Parce que sur 10 000 euros de revenus, vous payez de l'IS à 15, donc vous avez
8500 sur lequel vous allez capter un dividende à 30. Donc sur une base de 10 de revenus, l'IS est lui-même déductible du dividende. Donc on voit que l'écart, il est quand même pas négligeable, à condition d'être dans une tranche marginale d'imposition à 30. Pour ceux qui seraient dans des tranches un peu plus basses, 14% ou 11%, on va passer à 11% très rapidement, effectivement, là, il n'y a pas un gros écart, voire même l'IS peut être un petit peu plus impactant. Mais j'allais dire, pour la majorité des contribuables, on est très rapidement dans des tranches à 30%, donc 30 plus 17,2, 47,2 versus 1,40. Et puis si vous êtes au-dessus, là, on voit que le gap il commence à être sensiblement plus impactant et avantageux par rapport à l'IS. Donc, si on fait un petit résumé, au niveau des avantages de la société civile à l'IS, vous l'avez compris, déjà la base, c'est que vous avez une base d'imposition qui est réduite. Entre IR et IS, vous avez vu, on a un spectre de déductibilité des dépenses qui est beaucoup plus important en étant à l'IS. Donc ça, c'est déjà très avantageux puisqu'on a une base d'imposition plus faible par le jeu de l'amortissement, par le jeu des déductions. Également un taux d'imposition plus faible, on l'a vu, 15 et au-delà jusqu'à 38 000 et au-delà bientôt 25. On peut, et ça, quelque part, c'est à mon sens le gros avantage de la société civile et encore plus à l'IS, c'est le choix de la distribution des revenus. Parce que là, on a pris un exemple juste avant de dire, moi, contribuable ou moi, associé, je veux capter mes revenus. Si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation. Cécile vous l'a dit juridiquement, en fin d'année, vous pouvez décider de distribuer ou pas, ou de mettre en réserve. Donc c'est un peu l'adage, pas de bras, pas de chocolat, pas de dividende, pas d'imposition. Ça peut paraître un peu bête. Si vous en avez besoin, vous les prenez. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous laissez vos dividendes, au moins vous ne serez pas taxé. Donc là, pour le coup, vous aurez une imposition qu'à 15. Donc vous allez me dire, oui, mais je serais bien taxé un jour. Peut-être, mais on verra après ça. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la stratégie de l'encapsulement. Et en gros, c'est de dire, votre société civile, ça peut rapidement devenir une société un peu tirelire et de faire gonfler la tirelire avec un objectif de transmission tel que vous l'a décrit Cécile tout à l'heure. Les rémunérations des gérants sont déductibles, ça c'est dans certains cas, mais ça peut présenter aussi un avantage. Je pense petit focus sur des fois des dirigeants qui vendent leur entreprise puis qui se retrouvent à 58, 59 ans, qui n'ont pas tout leur trimestre de retraite, qui n'ont plus d'activité parce qu'ils ont vendu leur société, mais qui ont une société civile, donc par exemple à l'IS, ça peut permettre d'avoir une rémunération, de valider le minimum pour activer des trimestres de retraite, et ça peut être intéressant. Et en plus, cette rémunération est déductible des résultats, c'est un petit plus, c'est intéressant. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, il faut tous qu'on soit à l'IS, c'est formidable. Il y a un mais, forcément, vous, vous doutez bien, sinon tout le monde le ferait. Donc le mais, il va arriver, on va le voir après, il arrive plus tard. Donc, effectivement, au moment du passage à l'impôt sur les sociétés, vous avez un choix à faire en tant que contribuable. Donc, généralement, ce choix, c'est nous qui le faisons, experts comptables, mais on le fait avec vous, parce que les conséquences, vous allez voir, ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier choix, c'est entre guillemets, de rien faire, c'est-à-dire, en gros, je conserve la valeur du bien pour sa valeur initiale, sa valeur historique. Vous avez acheté un bien il y a 30 ans pour 100, vous le gardez pour 100. Par contre, dans ce cas-là, quelque part, nous, comptablement, on doit présenter un bilan avec la valeur historique du bien. Donc si votre bien, vous l'avez acheté 100 il y a 20 ans, comptablement, finalement, il ne vaut plus grand-chose parce qu'on doit tenir compte en fait, de l'amortissement tel qu'il aurait dû être déduit depuis l'origine. Donc finalement, il n'y a pas réellement d'intérêt. À voir, ça dépend des situations. L'autre choix que vous pouvez avoir, c'est de valoriser le bien pour sa valeur actuelle. Justement, c'est de dire, voilà, j'avais un bien un peu ancien, que j'ai eu d'une donation, donc avec une valeur faible, il y a des travaux qui ont été faits par mes parents. Aujourd'hui, ce bien, il vaut plus 100, il vaut potentiellement 150, 200, 300. Ça peut être de dire, on va le revaloriser et refaire partir une base d'amortissement dès l'option à l'IS sur la valeur actuelle du bien. Et ça, c'est le gros avantage. Vous allez revaloriser votre bien. Par contre, vous doutez bien qu'il y a une plus-value qui est matérialisée au moment de cette opération. Et là, le fisc a son mot à dire en disant cette plus-value, moi, je vous la taxe. Je prends l'imposition dessus. Donc, toujours pareil, payer des impôts quand on a touché du cash, déjà, des fois, ça pique un peu. Mais alors, en plus, quand vous juste par une option, ça peut être un petit peu difficile. Donc là, il faut vraiment être prudent par rapport à ça, puisque, en fait, ce qu'on vous dit, en fait, le passage à l'IS entraîne l'imposition de la plus-value. Alors, l'imposition, comment ? Ça... Ouais, super, merci. Donc l'imposition sur le régime classique d'imposition des plus-values des particuliers, pas faire trop technique, on a mis un petit schéma. Alors pareil, je ne sais pas si vous voyez au fond. Ouais, voilà.
Donc là, en fait, on a un régime, vous savez, d'abattement par rapport aux durées de détention. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est essayer de regarder ce qui est surligné en jaune, en rouge là. En fait, le taux d'imposition, il va être décroissant en fonction de la durée de détention du patrimoine. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur du 10 ans, on arrive à un taux d'imposition de quasiment de 30%. À partir de 20 ans, c'est là où ça commence à vraiment se déduire. 24 ans, on arrive à quasiment du 10%, 23, 24 ans. Et effectivement, au bout de 30 ans, et là, il y a un vrai avantage, c'est vous pouvez vous dire, on revalorise le bien de la valeur que vous estimez. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus d'imposition. Et ça, c'est vraiment intéressant. En sens inverse, sur des biens qui auraient une revalorisation importante compte tenu de travaux, compte tenu ne serait-ce que de l'évolution du prix de l'immobilier, hein, on a des fois des emplacements qui augmentent réellement en termes de valeur. Et si on est sur des durées courtes, imaginons que vous ayez une revalorisation de 100 000 et que vous détenez votre bien depuis moins de 10 ans, vous allez être imposé à 30% sur ce montant de revalorisation. Donc là, vraiment, au moment où vous faites le choix du passage à l'IS, il faut vraiment réfléchir à 2 fois sur l'option que vous allez prendre. Est-ce qu'on a une option avec revalorisation et prendre une imposition, ou une option sans revalorisation, ce qui peut être le cas des fois sur des biens que vous avez depuis pas très longtemps, puisque si vous détenez un bien depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne suis pas sûr que la revalorisation soit très importante. Mais ça, c'est en fait, il n'y a pas de généralité, ça dépend du dossier, ça dépend de votre cas, ça dépend de votre situation. Alors, on avait vu les avantages, on a commencé à brosser un peu l'inventaire des inconvénients. Donc, c'est ce qu'on a mis ici, et le gros inconvénient, le fameux mais qu'on avait vu tout à l'heure, il arrive maintenant. C'est que le mais, il est à la sortie. En fait, ça c'est vraiment l'inconvénient majeur de la société civile qu'à l'IS, c'est au moment de la revente. Puisqu'en fait, au moment de la revente, on n'est pas dans le régime d'imposition des plus-values des particuliers, avec les abattements pour durée de détention et avec une exonération au bout de 30 ans. C'est tout l'inverse. Quelque part, ce qu'il faut comprendre au niveau fiscal, c'est que l'administration autorise l'amortissement et la déduction. Le jour où vous revendez, il y a un espèce de rattrapage qui est fait par rapport aux amortissements que vous avez pu faire. Ce qui fait qu'en fait, la plus-value, c'est ce qu'on vous indique, elle est calculée par rapport à la différence entre votre prix de vente normal et non pas votre prix d'achat, mais votre valeur nette comptable. Donc si on se projette à très longue échéance, à 30 ans, votre bien comptablement, il ne vaudra pas grand-chose puisque vous l'aurez amorti. Donc en fait, vous allez prendre une imposition de la plus-value, j'allais dire, je schématise, quasiment sur la totalité du prix de vente, hormis la quote-part terrain, parce qu'au bout de 30 ans, votre bien comptablement, il vaudra 0. Donc là, ça va commencer un petit peu à piquer, puisque ça va être l'inverse, parce que cette imposition, vous allez la prendre au taux marginal d'IS. Là, je ne suis pas sûr que vous soyez à 38 120, vous aurez certainement dépassé. Et donc là, on sera sur une imposition 28-25. Si tant est que le taux d'IS soit toujours à 25. Hein. Ça, c'est aussi les joies de la fiscalité en France, c'est que ça change tous les 6 mois. Mais c'est ce que je vous indique, c'est que vous avez une triple taxation finalement à ce moment-là, puisque vous allez prendre l'imposition de la plus-value à l'IS, puisqu'on l'a dit, la société est imposée sur le résultat qu'elle réalise. Vous n'avez toujours pas appréhendé le moindre euro sur l'opération. Vous allez dire, maintenant que j'ai vendu, j'aimerais bien récupérer le cash sur mon opération. Vous allez vous reprendre 30% sur les revenus distribués. Et potentiellement, ce n'est pas fini, on peut encore avoir une taxe un peu débile, ce qu'on appelle le boni de liquidation de 2,5%. Il n'y en a pas assez, on en rajoute un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on vous indique, par contre, c'est vrai que souvent on l'entend, c'est dire, oui, mais attendez, là on est dans le cas de vente du bien. Et c'est vrai que généralement, on se projette en tant qu'investisseur si je vends l'immeuble. Il y a également la possibilité, comme toute société, de vendre les parts de la société. Donc ça, c'est vrai, c'est très vrai. C'est vrai que l'imposition, et nous, on aura tendance à vous dire en tant qu'investisseur immobilier, c'est plutôt de privilégier la vente des parts de la SCI. Parce que là, du coup, l'imposition est beaucoup plus faible. Par contre, il ne faut pas rêver, en face d'un vendeur, il y a un acquéreur. L'acquéreur, généralement, il a un conseil. Donc nous, quand on est conseil côté acquéreur, c'est attendez, vous êtes en train de m'expliquer que vous allez me vendre très cher, enfin du moins le prix que la SCI vaut, d'une SCI qui est à l'IS. Donc c'est l'acquéreur qui va, lui, récupérer le bébé et récupérer le truc. Donc généralement, il ne faut pas rêver, la vente des parts d'une SCI à l'IS est fortement décotée de la part de l'acquéreur parce que c'est lui qui récupère, entre guillemets, passez-moi l'expression, la misère fiscale. Donc, si on devait résumer, les inconvénients de la SCI à l'IS, et pour le coup, il y en a, il ne faut vraiment pas se faire piéger avec ça. Bon, vous l'avez compris, l'imposition de la plus-value à la sortie, sur le régime des plus-values professionnelles. La fameuse triple taxation, IS au niveau de la société, flat tax sur les dividendes perçus et éventuellement le boni de liquidation, puis tant est qu'il reste un boni.
Aucune remontée des déficits entre les mains des associés, ça semble logique puisqu'on a une imposition sur les bénéfices, mais les déficits, si vous en avez, ils s'imputent sur les revenus futurs, ils ne sont pas complètement perdus. On a également un inconvénient, mais ça, je veux dire, c'est propre à toute SCI. Du moment où vous apportez un bien à une SCI, c'est ce qu'on appelle un apport à titre onéreux. Si vous avez un passif, donc un emprunt qui grève le bien, vous aurez bien évidemment des émoluments, des frais de notaire à payer et les émoluments du notaire. Mais voilà, Cécile vous en parlera mieux que moi. Mais c'est pas très cher, je crois. C'est tarifé. Donc voilà. Donc une imposition, vous l'avez compris, à la plus-value lors de la revalorisation, si tant est que vous revalorisez votre bien lors du passage à l'IS. Donc là, il faut faire très attention à ça. Et l'impossibilité de bénéficier de la double exonération au bout de 30 ans. Puisque, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans le régime classique, au bout de 30 ans, vous avez une exonération si vous vendez votre bien, mais vous avez également une exonération si vous vendez les parts de votre SCI. Voilà. Et il y a aussi surtout quelque chose qui est complètement laissé de côté, et souvent les clients, on ne le sait pas, c'est une nouvelle taxe, parce qu'en France on est champion du monde des taxes, hein, c'est le prix de l'épine, voilà. Ben, on a une nouvelle taxe qui vient se gréver, en fait, ce qu'on appelle la CRL, la contribution sur les revenus locatifs. Ça, c'est spécifique, ce n'est pas dans tous les cas. C'est quand vous êtes en SCI à l'IS et que vous êtes sur des baux d'habitation d'immeubles de plus de 15 ans. Donc vous allez me dire, bon, c'est pas tout le monde, mais si on se projette à l'IS, si vous êtes sur des revenus d'habitation, des baux d'habitation, le jour où vous achetez, bah, vous n'êtes pas dedans, mais dans 15 ans, bah, vous y serez. Donc attention à ça. Parce que 2,5% des loyers, ça fait un petit peu cher. Alors, pour en finir, on s'est amusé à faire un petit jeu comparatif, une petite synthèse en fait, entre les deux flux, entre l'IS et l'IR, pour essayer de vous préciser. Donc, on a pris un cas, Jill et John. Voilà, Jill et John. Alors, Jill et John, ils vont revenir, Jill et John peut-être, je ne sais pas. Donc, ils ont 45 ans, ils sont pacsés, ils ont 2 enfants, ils sont mineurs. Donc, ils sont imposés, comme on l'a vu, dans une tranche d'imposition à 30%. Et ils sont propriétaires de leur résidence principale, qui est quasiment remboursée, il leur reste 5 ans. Ils disposent d'un apport un petit peu conséquent, de 50 000, et une bonne capacité d'épargne d'environ 400 € par mois. Ils viennent nous voir avec Cécile, éventuellement aussi avec Julien, sur un projet immobilier en disant « Voilà, je souhaite investir, j'ai entendu, on n'arrête pas d'entendre que les taux sont bas, c'est le moment, on y va, on investit dans l'immobilier. » Donc ils projettent un investissement qu'on vous décrit à droite, une surface correcte, 90 mètres carrés, un prix d'achat, on va dire, correct, standard dans le marché local grenoblois ou grande périphérie grenobloise. Quelques frais de notaire, comme on vous l'a indiqué. Par contre, des travaux, parce qu'ils ont bien compris que de passer des travaux, ça permettait d'avoir une déduction. Donc, un budget global de 250 000, 50 000 € d'apport, un emprunt de 200 000, environ sur 20 ans. En gros, ils envisagent une rentabilité alors attendue, escomptée, entre 5 et 4%, donc avant impôt, bien évidemment. Et potentiellement, c'est ce qu'on a dit, on a fait une hypothèse de cession en 2044, donc suffisamment long, et on envisage, comme un peu tout à l'heure, quelque part, on espère en tous les cas, une revalorisation moyenne du patrimoine immobilier de l'ordre de 2% par an. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais l'idée c'est de regarder le chiffre final, mais de comprendre les mécaniques. Là, on va regarder, dans le cas de la SCI à l'IS, c'est ce qui nous intéresse, si on ne cède pas le bien, et on va regarder par rapport à l'IR si on ne cède pas le bien. Alors, ce qu'on constate, en fait, on n'a pas mis toutes les années, parce que sinon il aurait fallu 2 écrans, mais en gros, on a scindé. Donc, ce qu'on constate, c'est ce qu'on vous a dit au début, on a des loyers, en fait, par là, voilà, qui vont s'apprécier d'année en année avec la revalorisation naturelle des loyers. Mais ces loyers, en fait, ne permettront pas de financer la totalité de l'opération, comme dans beaucoup d'opérations immobilières. Les associés vont devoir apporter en compte courant chaque année. Donc, les 50 000 € du début, et chaque année, les associés vont devoir apporter un petit peu et un petit peu moins chaque année. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à la fin de l'emprunt? Donc, dans notre cas ici, en 2034, donc 15 ans après, si je compte bien, ça doit être ça, et là, à ce moment-là, la SCI va capter de la trésorerie, puisqu'elle n'aura plus d'emprunt à rembourser, et les associés pourront se rembourser leur compte courant. Ce qui fait que, en gros, les associés auront mis 104 000 € en compte courant, mais à la fin de l'opération, en 2044, ils se seront remboursés de la totalité. Donc, pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Ils auront, du fait qu'il n'y a plus d'emprunt, ils se seront remboursés les comptes courants, ils pourront commencer, à partir de 2043, à prendre des dividendes. D'accord ?
Donc, sur ce schéma, si on va au niveau de l'associé, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fin de l'opération, si on se projette à 2044, à 20 ans, en gros, on sera sur quand même un flux négatif, c'est que cette opération, elle aura coûté 18 596 €. J'ai fait un calcul aussi, vous savez, en euros constants, c'est-à-dire qu'on revalorise aussi les euros. C'est-à-dire qu'un euro en 2044 n'a pas la même valeur qu'un euro d'aujourd'hui. Donc voilà, donc 18 000 €, moins 18 000 € sur cette opération, c'est normal puisqu'on aura eu quand même un apport en compte courant à réaliser sur l'opération. Si on était à l'IR, on ne va pas refaire tout le schéma, on est exactement sur les mêmes mécaniques. Par contre, si vous êtes à l'IR, vous avez compris, c'est qu'en plus de tout ça, dans mon cas, juste avant, vous avez compris, c'est qu'on n'a jamais payé d'impôt sur le revenu, sauf à la fin, quand on a commencé à prendre des dividendes. Ça, c'est quand on est à l'IS. Donc, à la limite, c'est très bien, on n'a jamais payé d'imposition. Quand on est à l'impôt sur le revenu, on ne paye pas d'impôt sur le revenu au début. Pourquoi? Voire même on en récupère parce qu'on a fait des travaux. Les travaux étant eux-mêmes déductibles, ça nous permet de bénéficier d'une petite carotte fiscale. Par contre, on voit que dès 2023, on commence à payer. Et on commence à payer de manière assez significative. Ce qui fait que pour la même opération, si on se projette en 2044, on arrive à un flux de moins 87 000 €. Donc vous voyez la différence. La différence, elle parle d'elle-même sur ce schéma-là. C'est que souvent les clients me disent, est-ce que c'est plus intéressant finalement parce que... Pardon? On va voir après. Mais souvent les clients me disent ça, finalement, mais bon, tous ces trucs, après ces trucs comptables, j'y comprends pas. Mais est-ce que c'est plus intéressant d'être à l'IS? C'est toujours plus intéressant d'être à l'IS par rapport à la mécanique. Donc, par contre, voilà, le mais, vous l'avez compris, il arrive, mais il ne faut pas vendre. Ou du moins, si vous vendez, là, il va y avoir un décalage. Mais les flux, ils parlent vraiment d'eux-mêmes. Mais je voulais vraiment volontairement faire un tableau avec un bien un peu ancien, pour dire que l'IR est quand même plus avantageux, on est légèrement au-dessus de la courbe au début, à condition d'avoir des travaux et de déduire les travaux. Là, vous avez une carotte fiscale. Mais sinon, le gap, il est énorme. Et on voit que l'écart, il commence à se diminuer quand, au bout du remboursement de l'emprunt, au bout du remboursement des comptes courants, donc il faut avoir une projection sur 30 ans. Je ne me suis pas amusé à le faire, mais j'aurais pu. L'IR, sur le rythme de croisière, arrive à compenser l'IS au bout de 70 ans dans mon cas. Donc dire à un contribuable ou dire à un client, vous allez attendre 70 ans pour commencer à gagner de l'argent, généralement c'est vendeur. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ok, donc l'IS effectivement est toujours plus intéressant quand vous commencez à être dans une tranche d'imposition à 30%. Mais Guillaume, à juste titre, nous dit, mais si je vends, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qu'on a vu, on ne va pas refaire le match. Donc si vous vendez, on a une imposition au niveau de la société. Donc on prend exactement le même exemple avec une vente de l'immobilier en 2043 à 330 000 €, donc avec notre revalorisation, si tant est que le bien se revalorise. Donc on a une imposition au niveau de la société de l'IS 61 000 €. On a l'imposition sur les dividendes 35 000 et sur les prélèvements sociaux 48 000. Donc là, on est sur un flux à 96 000 €. D'accord, flux positif pour le coup, heureusement, j'espère, sinon on arrête de travailler. Alors qu'à l'IR, on a un flux positif de 108 000 € à la fin. D'accord, pourquoi? Parce que on n'a pas d'imposition sur la société, on n'est pas à l'IS, et on a moins d'imposition, vraiment beaucoup moins d'imposition à titre personnel, puisque comme on l'a vu, au bout de 30 ans ou 25 ans, on n'est quasiment pas imposé au niveau de la plus-value. Donc, je prends le même schéma. Vous avez compris, c'est que la courbe, elle s'inverse radicalement au niveau de l'IR. Elle devient avantageuse au niveau de l'IR. Par contre, elle devient avantageuse, mais ce n'est pas le coup du siècle non plus. C'est ça que je veux vous dire. Donc, effectivement, c'est plus avantageux, mais il n'y a pas un gap énormissime à la fin. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer. Donc, justement, en termes de résumé, en termes de conclusion, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, quand est-ce que finalement, si on doit donner un peu une conclusion à tout ça, quand est-ce que c'est opportun de privilégier l'IS? Alors, pardon, parce que je me recale en même temps. Donc déjà, moi je dis toujours, on ne fait pas une société, une SCI à l'IS pour un studio qu'on achète 30 000 €. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, il faut quand même être sur des investissements un petit peu conséquents. Alors conséquent, moi j'en sais rien, c'est quoi conséquent? À mon sens, mais je dis bien, c'est vraiment que mon point de vue, on peut tout entendre. Mais oui, sur des opérations à 400, 500, voire moi à mon avis un peu plus de 500 €, mais à partir de 600 000, 700 000 €, je pense qu'il faut commencer là vraiment à y réfléchir. Je pense qu'il faut aussi y réfléchir, de toute façon, c'est quand, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Parce que malheureusement, nous, on a des cas
où les clients nous disent « je ne peux plus supporter la fiscalité de l'impôt sur le revenu ». Alors, chacun voit midi à ses portes. On a des clients qui nous disent « je paye 1 000 € d'impôt sur mes revenus fonciers ». Je ne peux pas. Je peux comprendre parce que si on n'a pas les revenus en face pour payer, à un moment donné, pas besoin d'avoir 10 000 € de revenus, d'imposition sur des revenus fonciers à payer. Même avec 1 000 €, on peut être des fois dans une impasse. Donc, quand on ne peut pas faire autrement, effectivement, il faut être à l'IS parce que au moins, on ne paye pas d'impôt pendant la phase de remboursement de l'emprunt. Je pense aussi, c'est important, si le bien est en fait n'est pas appelé à se revaloriser. Et là, ça, c'est la vraie problématique. C'est pour ça qu'on n'a pas réellement de réponse, nous, à donner aux clients qui viennent nous voir. Parce que quelque part, il faut prendre un pari. Il faut prendre un pari sur l'avenir. Et un pari, pas à 6 mois. C'est prendre un pari à 30 ans, à 20 ans, à 15 ans, à 30 ans. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. On est dans un pays où la fiscalité évolue tous les 6 mois. Je ne suis pas loin. Donc, se projeter et vous dire, vous verrez dans 30 ans, si tant est que l'IS soit toujours au même taux et que la CSG, que vous avez vu la courbe de la CSG, bon, on n'en sait rien. Donc, en fait, on fait des hypothèses, on vous donne ça, et puis après, c'est à vous de décider. Mais en tous les cas, on est là pour vous aider. Et à mon sens, il faut savoir dans quoi on s'engage. En tous les cas, nous, on est vraiment prudents et de dire aux clients, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent en disant on veut être à l'IS parce que fiscalement, on ne veut plus supporter. Très bien. Mais entre guillemets, il ne faudra pas pleurer à la sortie quand vous allez y lisser les impositions que vous avez vues au moment de la sortie. Il faut vraiment avoir ça en tête et garder ça en tête. Mais après, ça peut être aussi un choix, une stratégie assumée de dire je paierai de l'imposition le jour où je revends. Et puis le jour où je revends, ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Parce que potentiellement, c'est ce qu'on vous dit encore une fois de plus ici, c'est qu'on peut être aussi sur une stratégie d'encapsulement. On peut aussi se projeter et dire je serai à l'IS, je serai moins imposé. Je prendrai des dividendes le jour où j'aurai plus d'emprunt, je paierai un petit peu d'imposition sur mes dividendes. Mais après tout, moi, je ne veux pas vendre. Moi, si je me projette en tant qu'investisseur, c'est pour mes vieux jours, pour ma retraite. Moi, je ne suis pas prévu de vendre. Et puis, je donnerai les parts le plus tôt possible, vous l'avez compris, avec le jeu de l'usufruit et de la donation. Comme ça, vous transférez du patrimoine immobilier quasiment sans payer de droit de succession. Ça, c'est magique. Vous gardez l'usufruit des parts, vous gardez la gérance. Et puis, à la limite, ce sera vos enfants qui vendront le jour de votre belle mort. Vous ne serez plus là pour le voir. Bon, ok. Après, vous reportez le problème à vos générations futures. C'est un peu comme l'endettement de la France. Ça, moi, je regarde que mon nombril et les autres paieront à ma place. Mais à la limite, on se projette et ça peut être de dire les enfants, ils vendront. Et voilà. Et je le dis aussi, les enfants, là, on a vu qu'il y avait une imposition. Mais il y a une imposition si on vend et si on s'approprie la trésorerie. On peut aussi imaginer vendre, pour réinvestir dans un bien avec peut-être plus de rentabilité. En tous les cas, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la SCI à l'IS, c'est vraiment une tirelire sur le long terme. Une tirelire en termes de capacité de moindre imposition, donc de faire gonfler la tirelire, et puis éventuellement une tirelire, une foncière, donc de réinvestir dans d'autres investissements immobiliers, d'autres supports. On peut imaginer après être dans une SCI avec un peu de support financier aussi à l'actif, etc. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Mais en tous les cas, ça nécessite de se projeter du moment où vous êtes à l'IS. Quelque part, ça va encapsuler votre patrimoine. C'est vraiment important de comprendre ça. Ce qui est important aussi, c'est sûr que quand vous êtes sur des biens, par contre, à très forte rentabilité, je pense à des locaux commerciaux, par exemple, quand vous êtes sur des biens qui ont des rendements à 10, 8, 10, 12%, là, il ne faut pas se poser la question. Et bien évidemment, il faut privilégier l'IS. Bien évidemment, si vous êtes déjà un contribuable qui a déjà réalisé un investissement immobilier, vous avez déjà un petit peu d'immobilier, vous voulez en refaire, vous êtes dans une tranche à 41%, vous avez vu déjà à 30, c'est intéressant, à 41, il ne faut pas vraiment se poser la question. L'IS est également intéressant. Si vous pouvez privilégier aussi une sortie par la vente des parts, on l'a vu, c'est aussi plus intéressant. Et puis enfin, finalement, si vous êtes aussi allergique au moindre impôt, moi j'ai des clients qui me disent, mais moi je ne veux rien payer, même 500 € c'est trop. Bon, là, il ne faut pas se poser la question, il faut aller tout de suite à l'IS. Mais quand même, attention à la sortie, parce que vous avez bien compris, vous paierez à la sortie.